information. Donc, je vais me faire un plaisir de pouvoir présenter le premier speaker. Donc, le premier speaker, Philippe Gargoff, que j'ai rencontré bien justement dans une manifestation un jour, une conférence qui a été organisée par notre partenaire Angers Technopole. Et bien, on s'est rencontrés en se disant, mais on ne se connaissait pas, on défend les mêmes valeurs, on a les mêmes intérêts. À un moment donné, comment faire pour aller beaucoup plus loin? Comment faire pour aller beaucoup plus loin en se disant, mais à quel moment on peut se rencontrer? Et vous le verrez tout au long, tous les speakers sont venus sur une seule et unique motivation, c'est de pouvoir vous présenter leur passion. Philippe, voilà. Donc Philippe Gargoff qui a... En fait, on a fait un tirage au sort. Il y en a deux qui ont perdu, Philippe qui commence et Jean-Pierre qui clôture. Donc c'est le moment le plus difficile parce que c'est le moment où vous êtes le plus attentif, c'est le moment où vous êtes le plus impartial. Donc on lui a laissé ce libre choix de vous présenter en fait une vision assez particulière, mais une vision qui doit vous amener à réfléchir. Philippe, c'est à toi. Merci. Est-ce que c'est bon au niveau de l'entente? Excusez-moi pour le petit accro. Et merci de m'avoir invité puisque je vais avoir le plaisir de vous introduire cette conférence, mais surtout sur un sujet un petit peu, pas délicat, mais en tout cas qui va pouvoir être réjouissant, qui est la question de la mort et de la place de la mort dans l'espace urbain à l'heure du numérique. Je le remercie d'autant plus et je suis d'autant plus heureux de pouvoir faire l'introduction que ça touche à mes racines, ça touche à nos racines à tous, puisque la mort dans l'espace public, c'est la question de la mémoire d'un lieu, mais ça touche en plus à mes racines de par l'inspiration, de par l'endroit d'où vient cette inspiration. Je vais présenter en une seconde ce que je fais. J'ai monté, après avoir commencé au sein du groupe Chronos, qui était un cabinet qui m'a initié aux questions du numérique, j'ai monté mon propre cabinet de prospective, et dans ce cadre-là, je touche aux questions de la ville, aux questions de la ville numérique, aux questions de tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on peut faire de drôle avec la ville, mais il faut bien reconnaître que quand on accompagne une collectivité ou même une marque, la plupart du temps, quand on parle de la ville, c'est quand même pour faire des choses un minimum sérieuses, parce qu'il faut quand même parler au plus grand nombre. Et donc, moi j'avais quand même envie de m'amuser un peu, et m'amuser, c'est notamment, on va appeler ça le 20% Google, c'est mon 20% Google à moi, c'est de toucher à des sujets qui sont pas forcément controversés, mais en tout cas qui bougent un peu les lignes de cet espace urbain un peu trop sérieux et parfois trop cloisonné. C'est par exemple sur la sexualité, dont je ne vais pas parler du tout aujourd'hui, mais c'est un sujet qui m'intéresse, ou sur la mort dont il sera question ici. Et comme je le disais tout à l'heure, ça vient notamment de mes racines, puisque ça s'inspire de mon expérience en Bulgarie, de mes séjours en Bulgarie, parce que j'ai des origines bulgares de par mon père. Et voilà, dans mon dernier voyage, quand j'ai été suffisamment adulte pour pouvoir percevoir des choses qui avant me marquaient pas forcément autant, ou en tout cas me marquaient sans que j'en prenne conscience, il y avait cette tradition locale qui existe probablement dans d'autres territoires, mais qui est très importante en Bulgarie, et qui consiste, en fait, vous le voyez, à indiquer sur des petites plaquettes qui sont collées partout dans la ville, les morts, donc voilà, à faire part de décès, et puis l'anniversaire tous les 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, de la personne qui est décédée. Et ça, c'était juste à la sortie de mon appartement. On est à 15 minutes maximum du centre-ville ici. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans le territoire et qui est assez marquant parce que, enfin, personnellement, ça me traumatise. On peut juger ça de manière assez positive, parce que c'est aussi intéressant de rendre hommage à ces morts dans l'espace et ça crée aussi un contexte de voisinage qui est assez intéressant, qui est lié à l'héritage communiste du pays. Mais personnellement, ça m'a traumatisé. Voir ça en sortant de chez moi, ça me marquait, surtout qu'accessoirement, j'ai des grands-parents qui sont en âge de mourir et que forcément, ça me prenait d'autant plus. Quand je vous dis que c'est partout dans la ville, c'est que c'est vraiment partout. C'est sur les panneaux de signalisation, les poteaux électriques, sur les arbres aussi, partout. Et au point où ça vient faire des confrontations que je trouve assez surréalistes, qui vont être, voilà, ça c'est en plein centre-ville, on se retrouve avec des pubs de voitures, des graffitis aussi antisémites ou juste des graffitis comme ça, et puis voilà, des groupes de rap en haut, un peu de tout. J'ai trouvé que c'était quelque chose de vraiment marquant. Je ne savais pas forcément comment l'appréhender, sinon que ça me prenait un peu au cœur et ça me donnait envie de réfléchir à la question et à cette question de la mort dans l'espace urbain et de la confrontation qu'il peut y avoir avec les vivants.
C'est venu faire écho, pardon, j'ai un dernier exemple que je montre qu'un ami m'a envoyé, qui est en Crète, où là c'est beaucoup plus institutionnalisé au niveau de l'église, et peut-être qu'il y a ça dans d'autres territoires. Voilà, tous les morts sont réunis en un seul endroit. Ça pose aussi une question de ce qu'est un lieu de mémoire. Est-ce qu'un lieu de mémoire c'est un lieu sanctuaire dans lequel la mort va être cachée, ou est-ce que c'est quelque chose qui va être beaucoup plus apparent? Est-ce que ça doit être diffusé dans l'espace de la ville, ou est-ce que ça doit être représenté comme ça? Voilà, c'est des exemples qui existent à travers le monde. Toutes les cultures ont un rapport différent à la mort, et je trouvais qu'interroger la culture française et occidentale sur cette question était intéressant. Ça faisait écho, comme je disais, à des problématiques que je me pose en tant que cabinet de prospective urbaine, et qui sont celles de la représentation de la mémoire des lieux. C'est un sujet dont on parle beaucoup dans l'urbanisme, dans la sociologie, dans l'anthropologie urbaine, et notamment avec le numérique, ou en tout cas pas forcément le numérique, mais des outils technologiques intéressants, on peut faire des choses assez belles. Ça, c'est des architectes, un collectif d'architectes marseillais, qui sont architectes-artistes, et qui en fait se rendent sur un territoire avec des photographes, des preneurs de son, des caméramans, des dessinateurs, des sociologues, des architectes, des urbanistes. Ils recueillent pendant une semaine toute la mémoire d'un lieu, en tout cas tout ce qu'on veut bien leur raconter, à travers voilà, son, images, photos, textes, etc. Et puis, au bout d'une semaine, ils installent cette espèce de bulle gonflable au milieu souvent c'est par exemple une résidence de HLM, etc. Ils l'installent et puis ils projettent un son et lumière comme ça qui est assez envoûtant. Ils essayent de recréer, je cite, un feu de camp urbain pour redonner pour redonner une densité dans l'habitat au niveau, en tout cas une densité mémorielle, au niveau voilà, de ce récit de lieu. Inversement, ça fait écho à une problématique que je traite très souvent, qui est celle de la manière dont on souhaite laisser son empreinte dans l'espace urbain à travers les technologies de géolocalisation et de check-in. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, tout cet essor des technologies à la Foursquare, etc., qui rendent compte d'une volonté d'archiver les lieux de son passage, et puis aussi de les commenter, de les traduire en informations qualitatives pour pouvoir conseiller d'autres gens, etc. Ça raconte quelque chose d'important, la manière dont on peut habiter, grâce aux technologies, l'espace contemporain. Dans ce cadre-là, on a une flopée d'informations. On dit souvent que la ville est devenue bavarde, elle était bavarde avant avec les technologies, maintenant on dit qu'elle jacasse. On dit qu'il y a beaucoup d'informations qui font plus ou moins sens. C'est peut-être pas à nous de juger si elles font sens, mais en tout cas il y a une flopée d'informations. Il y a des cabinets de marketing qui vont les utiliser, il y a des utilisateurs qui vont en tirer parti pour pouvoir se renseigner sur un restaurant, un quartier, un lieu donné, voilà, pour pouvoir rencontrer des gens, pour pouvoir éviter des gens. Par exemple, je sais que IBM a breveté un dispositif qui permet d'intégrer dans son GPS des données, notamment par exemple des données de criminalité, et toutes ces données de criminalité, elles viennent aussi des usagers qui les renseignent, qui parfois les taguent. Ça donne une ville qui est extrêmement dense en termes d'informations, qui diffuse comme ça des informations qualitatives intéressantes, mais pour laquelle c'est que les vivants. Et ça, c'est quelque chose qui est un constat un peu évident, mais c'est les vivants qui se taguent, mais les morts de là sont globalement complètement absents. Et l'idée qui m'est venue en confrontant un peu tout ça un soir de réflexion, c'était juste, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'essayer de leaker, de faire un Wikileaks de la mort, c'est-à-dire d'essayer de diffuser l'information des morts dans l'espace public, et notamment en tirant parti de ce que le numérique ouvre comme perspective pour essayer de réinventer la ville. Réinventer positivement ou négativement, c'est encore pas une question que je me posais et que je me pose toujours pas. L'idée, c'est juste de voir ce qu'on peut en faire et voir ce que ça raconte. Ça fait écho, encore une fois, à des tendances récentes qui sont celles, on va pouvoir l'aborder, mais de la prolongation de la vie à travers la prolongation de la vie à travers les outils numériques. Des outils qui permettent d'archiver, comme ce site qui s'appelle 1000 Memories, enfin 1000 Memories, qui permet en fait pour une personne, on peut partager une chanson qui nous rappelle un souvenir, on peut partager des photos, on peut partager plein de choses, et l'idée c'est de faire une sorte une base de données globale de la mémoire rattachée à l'ensemble des personnes qu'on a aimées ou qu'on n'a pas aimées, qu'on a détestées. Ça sera des questions qui pourront être posées d'ailleurs plus tard dans la présentation. Ça fait surtout écho à quelque chose dont vous avez probablement entendu parler, qui est le transhumanisme.
le transhumanisme, une sorte de théorie philosophique qui consiste à, comment dire, voir la manière dont on peut améliorer l'homme à travers les technologies. Et notamment améliorer l'homme en lui promettant une sorte d'immortalité, en tout cas une immortalité à travers le virtuel. Je condense forcément, parce que déjà je ne suis pas adepte forcément de cette théorie, et puis en plus de ça, elle a ses complexités, elle a ses divergences, etc. Mais on va dire que l'immortalité en fait partie. C'est un sujet d'autant plus récent que là, la question de la mort à travers le numérique, il y a eu un article dans le Guardian il n'y a pas 2 jours qui posait cette question. Il y a de nombreux articles sur le transhumanisme et l'immortalité qui sont sortis. Si vous avez besoin d'informations, je vous donnerai des liens. Mais voilà, c'est des choses qui sont assez récentes, en tout cas enfin, pour l'immortalité, c'est pas récent, mais l'immortalité via le numérique, c'est quelque chose qui se pose avec beaucoup plus d'acuité de plus en plus. Et l'exemple que vous voyez derrière, il est assez frappant, c'est au Japon, des pierres tombales qui sont taguées avec des flashcodes. Donc vous êtes à peu près familier en quoi consistent les flashcodes. Donc il suffit de flasher avec son mobile et puis on accède à une flopée d'informations, une biographie, peut-être des vidéos, peut-être des souvenirs. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure sur 1000 Memories peut être transféré sur un smartphone par un simple flashcode. Et de là, voilà, est-ce qu'on peut faire des choses au niveau de la ville grâce à cette collusion entre les problématiques que je vous ai évoquées? Je pense que oui. Alors par exemple, dans des applications touristiques, tout simplement, c'est peut-être le premier niveau de ce qu'on pourrait faire d'intéressant. Le nécrotourisme, c'est quelque chose de très répandu. Hein. Enfin, énormément de gens visitent, que ce soit font des parcours de monuments aux morts. Quand on va, par exemple, faire le parcours, le chemin des Nables, etc., c'est des choses qui sont liées à la mort et dans laquelle on a une représentation de la mort qui est souvent sanctuarisée, par exemple de faire les cimetières ou des choses comme ça, alors que peut-être qu'il y a une manière de renvoyer, de faire des interactions nouvelles avec les utilisateurs. Donc là, on n'est pas forcément dans des choses nouvelles, on est juste dans une extension d'un existant grâce à des technologies numériques qui gagneraient peut-être à s'enrober un peu. Et puis, après, il y a des choses peut-être plus polémiques qu'on peut tenter de faire. Ça, c'est une campagne marketing, enfin une campagne de sensibilisation pour la prévention routière, qui a été faite en Russie par un magazine, et qui consistait toujours avec des flashcodes. Donc vous voyez, c'est assez basique comme mode d'opération, qui consistait à afficher sur le mobile des informations sur la manière dont la personne est morte, où est-ce qu'il y a lieu l'accident, combien il y a eu de morts, etc. C'est intéressant, et là encore, ça soulève beaucoup de questions. Je vous les partage. On pourra en discuter, on peut trouver ça peut-être un peu austère, on peut trouver ça au contraire un peu flippant, de vouloir à ce point faire apparaître des choses qui pourraient rester ou qui devraient rester dans la mémoire. Il y a une autre question qui, moi, me tient à cœur, c'est la question du hacking. On parle beaucoup de hacking urbain. Le hacking urbain, c'est aussi le hacking de l'histoire officielle et de la manière dont l'histoire et la mémoire de certaines personnes va être plus ou moins cadrée par des autorités. Et je pense, par exemple, ici, l'exemple de Malik Oussekine, vous connaissez l'histoire de Malik Oussekine, qui a été frappé à mort et qui est mort donc en 86 à Paris, en marge d'une manifestation. La mairie de Paris a installé cette plaque comme pour de nombreux autres morts, mais sans mentionner le fait que la personne avait été tuée par la police, par les voltigeurs de l'époque. Et donc il y a des gens qui sont venus et qui ont rajouté cette information. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser le numérique justement pour essayer de hacker ces choses-là, de hacker cette histoire officielle qui va voir son scotch enlevé au bout d'une journée, parce qu'on est dans un cadre qui est très très cadré et qui est très sensible surtout. Autre exemple, et là vraiment qui est dans la même lignée mais qui pose vraiment des questions assez fortes sur la place de la mémoire de certaines personnes dans la ville, c'est dont on a fêté l'anniversaire de la mort l'année dernière, c'est la question des Algériens qui avaient été poussés dans la Seine et qui n'ont quasiment aucune représentation dans l'espace public. Il y a eu une très faible représentation l'année dernière dans l'espace médiatique, peut-être dans l'humanité, etc. Mais il n'y a pas eu énormément de choses qui ont été réalisées à ce titre-là. Et je pense que la question mérite d'être posée. On peut la poser de manière basique comme là je le fais. Peut-être qu'on peut aller plus loin en proposant des services qui viseraient à rétablir la mort. Peut-être qu'on peut y aller aussi de manière beaucoup plus polémique. Moi j'imaginais par exemple un jeu
de Survival Horror, pour ceux qui connaissent, ça consiste à essayer d'échapper à des monstres, et ben peut-être que là, on pourrait prendre la place d'un habitant et devoir jouer dans la ville avec son smartphone, entre guillemets un jeu un peu macabre, qui consisterait à essayer d'échapper à des policiers virtuels qui nous poursuivraient dans la ville. C'est des questions, je trouve, qui sont intéressantes à poser. On en fait ce qu'on peut en faire, mais j'aime bien essayer de réfléchir à ça et essayer de réfléchir à ce que ça raconte et ce que ça ouvre comme perspective, positive ou négative dans la ville. Dernier exemple, pour revenir à des choses un peu plus peut-être légères, c'est pourquoi pas imaginer des écrans dans la ville où l'institutrice ou la concierge du quartier pourrait continuer à vivre et pourrait par exemple, je sais pas, aider les enfants à faire leurs devoirs à partir de la base de données qui aurait été recréée et qui permettrait d'accompagner les habitants du quartier et de prolonger un peu la vie d'une personne institutionnalisée, tout en sachant que ça pose des questions évidentes de qui possède l'information sur une personne. Est-ce qu'il faut tout dire d'une personne qui est morte? Est-ce qu'il faut épurer cette information? C'est pour ça que j'appelle ça la thanatopraxie urbaine. Excusez-moi pour ce mot qui est un peu barbare. La thanatopraxie, c'est l'embaumement. Et la thanatopraxie urbaine, c'est ce que j'ai essayé de juste résumer en reprenant la définition de la thanatopraxie qui consiste, vous le voyez donc, préserver les corps des défunts de la décomposition naturelle, ça sera le rôle des bases de données numériques qui permettent de faire cette immortalité, entre guillemets, en tout cas, de créer une intelligence artificielle, qui permettront de créer une intelligence artificielle suffisante pour pouvoir simuler une personne et l'esprit d'une personne. De présenter avec l'apparence de la vie pour les funérailles, ça va dans le même cadre, mais surtout d'assurer la destruction d'un maximum d'infections et micro-organismes pathologiques. Et là, ça fait écho à toute cette question du hacking, des virus, des choses comme ça. Qu'est-ce que c'est préserver la mort, préserver l'esprit d'un individu dans la mort? Est-ce que ça consiste à tout nettoyer pour qu'il soit plus présentable? Est-ce que ça consiste à le mythifier? Ou est-ce qu'il faut le rendre avec ses aspérités, avec ses défauts, avec ses choses polémiques ou pas? C'est des questions qui seront importantes. L'idée globale de cette démarche que je vous propose ici, c'est juste de lancer une idée en l'air parce qu'elle me tient à cœur et puis qu'elle a une vocation, je trouve, pédagogique pour essayer d'introduire des sujets qui sont ceux du marquage du territoire, de la mémoire des lieux, etc. Moi, je l'utilise avec mes étudiants. Quand je donne des cours, je l'utilise pour les faire travailler sur la ville numérique par un autre biais que les biais traditionnels auxquels ils sont souvent confrontés. Mais c'est aussi plus largement de poser la question de la mort et de voir s'il n'y a pas moyen d'essayer de créer, notamment en France où on a une culture de la mort et un rapport à la mort assez paradoxal. Les cimetières, voilà, c'est dans des cimetières et à part à Père-Lachaise, ça va rester dans des cimetières. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de trouver un accord, une bonne adéquation, être en bonne intelligence avec la mort et avec les morts, entre guillemets, comme dans cet exemple, c'est au Caire, dans ce qu'on appelle la cité des morts, je crois, tout simplement, où en fait les gens vivent dans un mausolée. Enfin, vous voyez derrière, il y a des pierres tombales et puis des bâtiments à côté. L'idée, c'est juste de s'interroger sur cette problématique, d'essayer de voir ce que ça raconte, d'essayer de voir ce que ça raconte et ce que ça raconte de désirable ou de non désirable, et d'essayer de l'intégrer ou pas dans la manière dont on conçoit la ville de demain, qui se construit aujourd'hui en fait. Voilà, merci beaucoup.